la deuxième partie de notre reportage, ce qui va nous permettre de la même façon de clore cette première journée du colloque. Nous allons une fois de plus plonger une fois encore dans un univers radicalement différent du précédent, pour rejoindre cette fois-ci les rivages du pays des surhommes et des super-héros avec Cédric Andouche. Donc Cédric, tu es chargé de cours à l'Université d'Artois, tu es agrégé de lettres modernes, récemment docteur, puisque tu as soutenu brillamment ta thèse au mois de décembre, thèse qui s'intitule Construction et déconstruction d'un héros de roman policier. Oui, vous pouvez l'applaudir. Et donc, thèse consacrée aux aventures d'Arsène Lupin, mais il ne sera pas question du gentleman cambrioleur aujourd'hui. Depuis la fin de ta thèse, Cédric, tu as commencé à réfléchir ta réflexion vers la figure du surhomme et les liens de filiation entre les surhommes du roman populaire et les super-héros de comics, dont la popularité refleurit récemment. Et je profite pour faire une petite introduction pour dire que tu es venu au séminaire Mauvais goût, mauvais genre parler de cette question déjà de la filiation entre Arsène Lupin et Captain America, et que la captation de cette séance est disponible elle aussi sur YouTube, et qu'aujourd'hui il ne s'agira ni de Lupin donc, ni de Captain America. Tu vas t'attacher à mettre en lumière les jeux de sources et les interactions autour d'un autre personnage, celui de Batman, comme archétype héros composite que tu vas donc démembrer pour nous. Voilà, bon, bah, au moins c'est spoilé, hein, vous savez que c'est Batman. Alors merci, très cher organisateur, modérateur, intervenant, auditeur, tenez coup, hein, bref, colporteur en tout genre. Et après le péplum pré- et post-romantique de Vivien et les histoires des chats en beauté d'Alice, à mon tour, je vais vous entretenir des phénomènes d'absorption et d'assimilation culturelle d'un support à l'autre, autrement dit d'un cas particulier d'intertextualité transmédiatique. Mon propos s'appuie sur l'idée qu'il est maintenant reconnu que la plupart des constructions super-héroïques que l'on trouve dans les comics américains de la toute première génération, hein, celle de l'âge d'or des années 38-40, sont en fait des reconstructions d'éléments culturels variés. Leurs auteurs procédant essentiellement par assimilation ou transformation. Transformation de données, des données préexistantes à l'œuvre. Il s'approprie et transforme, en d'autres termes, de cette façon, un fond constitué d'éléments culturels majeurs qui sert à la création de leur personnage. Alors de façon explicite, hein, pour le coup, et sans souci de transparence, mais de façon un peu plus tardive, hein, parce que cette stratégie d'assimilation perdure encore. Vous trouverez le personnage de Thor en 1962 ou d'Hercule dans la même décennie, en 1965, qui exploitent de façon visible leurs liens avec des différentes mythologies. Bon, vous avez le cas ici de personnages bodybuildés et beaux, hein, et réciproquement. Hein. Et puis à côté de ça, vous avez Mr. Hyde, hein, dans la même décennie, qui se révèle, lui, un transfuge littéraire puisé chez Stevenson. Hein. Et vous avez également le Hollandais volant. Le Hollandais volant en 1960, qui lui décline la légende du bateau fantôme, qui est à l'origine de l'opéra de Wagner. Hein. Et puis, on a parlé tout à l'heure des Pirates des Caraïbes. Alors de la même façon, Batman se révèle un parfait exemple de création composite. Ici, c'est précisément de Batman dont je vais vous parler. Durant 20 minutes. Bon, alors comme vous le savez, ce héros se présente à mi-chemin de la chauve-souris et du surhomme. Précisément, au croisement d'un genre né lui-même de l'hybridation du dessin et du texte, le comics. Surtout, Batman est le produit de croisements multiples, d'alliances culturelles insoupçonnées par son lecteur, hein, c'est pour ça que vous êtes là, possédant même, c'est ce que je vais essayer de démontrer tout à l'heure, dans son génotype des marqueurs français. Bruce Wayne, il est un peu français. Je vous l'assure.
Alors celui que l'on a pris coutume de surnommer The Cat Crusader apparaît au fond comme une reconstruction graphique de diverses sources médiatiques. Son premier dessinateur et inventeur, Bob Kane, ne cache pas avoir forgé ce personnage de l'âge d'or du comics américain à partir d'éléments issus de références graphiques, littéraires, mais aussi cinématographiques. Alors puisé dans sa culture personnelle, dans l'actualité culturelle de son époque, mais également puisé dans son enfance. Alors, conformément à notre objet d'étude de cet après-midi, je vais donc m'efforcer d'éclairer les sources et influences qui ont pu contribuer, dans des proportions variables, à ériger par une suite de colportages le personnage de Batman. Alors, revenons aux origines du héros. Batman Origins, vous avez déjà entendu ça aussi. Alors, le personnage apparaît pour la première fois dans le numéro 27 du Detective Comics de 1939. Dans une aventure intitulée The Case of the Chemical Syndicate. Alors le traitement de l'intrigue, pour le coup, relève d'une parenté évidente avec le genre policier ou l'enquête mystérieuse, doublée d'actions spectaculaires, mais sans faire appel toutefois au surnaturel ou à la science-fiction la plus débridée. Alors maintenant les références que l'on trouve chez Batman. Parmi toutes les influences et les inspirations graphiques qui guidèrent consciemment Bob Kane, on trouve en premier lieu celle de Léonard de Vinci. Alors, le génie du maître de la Renaissance, que Bob Kane découvre à l'âge de 13 ans en feuilletant, nous dit-il, un livre de ses inventions, se retrouve dans le dessin de la première cape du justicier de Gotham. En effet, repliée sur elle-même, celle-ci convoque aussitôt l'image des ailes d'une chauve-souris, avec ses longs doigts qui strient et parcourent toute sa surface. Alors l'idée pour le dessinateur avec cette illustration était avant tout d'insister sur l'aspect sinistre et menaçant, nous dit-il, de son personnage. Le dessin de la cape permet surtout de réduire la distance entre l'humain et l'animalité. Cet animal traditionnellement associé à l'inquiétude nocturne, voire au ventre. Donc, en s'ouvrant, cette cape révèle d'un autre côté le souvenir des esquisses de l'ornithoptère. Voilà, l'ornithoptère. Il est là, l'ornithoptère. Voilà. Bon, qui est traditionnellement désigné comme l'ancêtre de l'avion. Alors vous retrouverez d'ailleurs les dessins de l'ornithoptère ici, sur des esquisses qui datent de 1939, signé Bob Kane. La référence au croquis de Léonard de Vinci nous amène, dans une certaine mesure, à deviner chez Batman le spectre d'un personnage tourné vers le progrès scientifique, mais en décalage, sous l'influence de Léonard de Vinci, en décalage avec son époque, parce que peut-être en avance justement sur son époque. Alors parmi les influences graphiques plus contemporaines à l'auteur, Bob Kane reconnaît également s'inscrire dans la lignée du fantôme. Alors le fantôme, c'est l'ombre qui marche, qui est le tout premier héros de bande dessinée pour l'auteur, à revêtir un costume et à assumer une identité secrète. Alors dessiné par Ray Moore et écrit par Lee Falk, les aventures du fantôme apparaissent en 1936. C'est 3 ans avant Batman. Alors lui aussi, c'est un justicier masqué, sans être pour autant dans la ligue d'étrangers, dans la ligue des super-héros. Bob Kane convoque plutôt, en parlant du fantôme, il convoque l'image d'un forerunner of the super-héros. Bon, ouais, si vous préférez un précurseur des super-héros. Alors tout comme Batman, le fantôme ne possède aucun super pouvoir. Pas de magie, pas de téléportation, rien de ça, mais en fait il se contente d'exercer quand même une forme de fascination sur ses adversaires. Alors quand on évoque les influences de Bob Kane, qui servent
à la création de Batman, on se doit surtout d'évoquer le cinéma. Alors ce n'est pas un hasard si la toute première planche des aventures de Batman nous fait découvrir la famille Wayne sortant d'un cinéma. Voilà. C'est que Bruce Wayne, voilà, il sort, enfin Batman sort littéralement du cinéma. Bon, souvenez-vous, hein, il y a d'autres facteurs qui renvoient, d'autres indices qui vous renvoient au cinéma. Bruce Wayne, le patronyme Wayne est emprunté à John Wayne. Alors, plus précisément, de l'aveu de son créateur Bob Kane, le super-héros Batman serait une transposition du personnage de Zorro. Alors, on met le Zorro popularisé par le film avec Douglas Fairbanks, celui de 1920. Alors, le succès du film, intitulé The Mark of Zorro, est tel que Johnston McCulley, l'auteur du roman d'où le film est tiré, est amené à modifier le titre de son propre roman. Voilà, il emprunte le titre du film. The Mark of Capistrano devient The Mark of Zorro. Voilà. Le roman qui venait de paraître un an avant la sortie du film, en 1919. Et puis, une petite dédicace à Douglas Fairbanks est ajoutée dans le paratexte du livre que vous pouvez trouver désormais. Cette dédicace nous dit le premier interprète de Zorro au cinéma. Alors Bob Kane ne dissimule pas son admiration pour le personnage quand il évoque the first and greatest swashbuckler of them all, Douglas Fairbanks. Voilà, le plus grand héros de cap et d'épée. L'influence correspond très certainement à la volonté chez Bob Kane de s'éloigner avec son Batman des capacités surhumaines du fils de Krypton, voilà, Superman. Moi, je vous rappellerai que les aventures de Superman sont parues l'année précédente. Hein. Alors, la force surhumaine, les super-pouvoirs, la faculté de voler, très en vogue et appréciée par le lecteur des aventures de Superman, s'écartait chez Batman pour laisser la place, cette fois, aux prouesses physiques d'un être humain, on va dire presque ordinaire. Bon, c'est pas moi, c'est évidemment Bob Kane qui parle d'un ordinary being human. Le personnage de Don Diego, que vous connaissez, hein, qui est l'identité civile de Zorro, insuffle donc à Bob Kane quelques traits saillants du caractère de Bruce Wayne. Dans les deux cas, nous avons affaire à des héritiers, des dilettantes, vivant en apparence à l'écart des enjeux politiques et de justice sociale, mais qui, le moment venu, endossent une identité masquée afin de pourfendre le crime dans la cité. Ça, c'est la toute première aventure de Zorro. Quand il revêt le costume de Batman, dans ses toutes premières aventures, Bruce Wayne, tout comme Zorro, sillonne les rues de Gotham pour traquer les cambrioleurs et endiguer la criminalité grandissante dans la ville. Et il duplique au fond les odyssées nocturnes de Zorro, traquant et punissant l'injustice et l'oppression dans les plaines californiennes. Alors si le masque, la cape et le principe de la double identité sont empruntés au personnage de Johnston McCulley, Zorro, d'autres détails signalent l'empreinte, cette fois de l'adaptation cinématographique sur Bob Kane. Par exemple, Douglas Fairbanks, tout comme Bruce Wayne, accède à leur repère secret en actionnant le mécanisme d'une vieille horloge. Ce qui apparaît pour nous un topos ne l'était pas encore, même si depuis ça a été repris et usé. Alors de même, tout comme Zorro, Batman ne possède aucun super pouvoir. Son habileté, son agilité, sa force physique, il les doit à des années d'entraînement suite au traumatisme lié à la mort de ses parents. Mais surtout aux prouesses
et aux acrobaties de Douglas Fairbanks dans ses films. Alors c'est aussi à partir du souvenir de l'interprétation que donne Douglas Fairbanks dans ses films que Bob Kane invente le personnage de Robin. Pensez que Douglas Fairbanks justement interprète Robin des Bois en 1922. Alors n'oublions pas non plus que Bob Kane dote Bruce Wayne d'un fidèle majordome qu'on retrouve dans toutes ses aventures, le fameux Alfred, rappelant, cette fois vous l'aurez compris, bien, le brave Bernardo qui se nomme Don Diego dans ses aventures. Alors l'influence cinématographique nous invite aussi à nous attarder sur d'autres similitudes. Ainsi Bob Kane, alors là on va parler d'autres films, on va laisser Zorro dans cette tanière. Bob Kane confesse avoir été largement influencé par le souvenir qu'il a gardé d'une adaptation, The Bat Whispers, réalisée par Roland West en 1930, avec Chester Morris dans le rôle principal. Il faut se pencher sur la carrière du personnage pour... Alors, le film est la deuxième adaptation du réalisateur, du The Bat. The Bat, c'est une pièce écrite avec Avery Hopwood et Mary Roberts Reinhardt. Alors, l'histoire se situe dans un manoir qui sert, vous reconnaissez la trame policière, qui sert de théâtre à une série de meurtres. Alors, l'ambiance n'est pas sans évoquer à l'évidence certains huis clos popularisé quelques décennies plus tard par Agatha Christie, parce que notre chère prêtresse du crime emprunte quelques grosses ficelles à ses prédécesseurs. Alors ici, l'assassin se révèle être le détective Anderson, chargé lui-même de l'enquête. Alors là, pour le coup, vous pensez avec moi aux Trois Souris. Aux Trois Souris, on a exactement la même trame. Alors dans ce film, que vous trouverez sur YouTube, allez-y, c'est pas votre détour. Alors dans ce film, le spectateur il découvre à l'évidence ce qui apparaît comme une forme primaire du costume de Batman. Je m'explique. Un masque de chauve-souris. Un masque de chauve-souris couronnant une longue tunique noire. Alors l'hybridité du costume alimente cette terreur dont on a parlé, terreur fantastique, que cherche à faire naître le super-héros chez les criminels. Alors c'est aussi dans ce film que Bob Kane puisera l'idée du bat-signal. Ça vient de là, vous voyez, ça vient du cinéma. En effet, pour annoncer sa venue à sa prochaine victime, le meurtrier projette l'ombre d'une chauve-souris sur les murs. On va un zoom. Bon, on va voir. La chauve-souris. Ce motif qu'on pourrait qualifier séminal de la chauve-souris chez Batman nous conduit indéniablement à évoquer une autre créature de la nuit, Dracula. Certains diront Méphistophélès, je l'ai entendu. Bon, moi, je préfère Dracula parce qu'il y a une adaptation de Todd Browning en 1931 avec Bela Lugosi. Où on retrouve la même ambiance, teintée de mystère, de ténèbres, voilà, caractéristique pour le coup des aventures du Chevalier Noir de Gotham, de ces pipiques. Alors, ce qui légitime également cette comparaison avec la figure de Dracula, ça légitime également la proéminence des oreilles du masque du Batman des origines. Ensuite, on lui a rasé un peu le tout. Mais pour le coup, ce masque lui confère une certaine aura clairement diabolique. Donc qu'on réduira par la suite pour le grand public. Alors parallèlement à ces influences graphiques, et puis cinématographiques, Zorro, The Bat Whispers, Bob Kane souligne l'influence évidente de ses propres lectures, et plus particulièrement les lectures des pulps. Alors, selon le principal scénariste des aventures de Batman, celui que l'on a coutume d'appeler le Cecil B. DeMille des comics, Bill Finger, F-I-N-G-E-R, l'identité civile de Robin, Dick Grayson, découle directement des pulps. Alors, pour information, Frank Merriwell
c'est un personnage de dime novels, hein. C'est une sorte de boy scout qui connaît le succès pendant plus de 30 ans chez le grand public aux États-Unis. Alors pour l'auteur, deux pulps se détachent et conditionnent cette écriture qu'on pourrait appeler une écriture de l'incidence, hein. C'est Doc Savage et The Shadow. Alors, il conviendrait aussi d'ajouter l'existence d'une autre source pulp, mais volontairement écartée par Bob Kane lorsqu'il l'évoque, parce que pour le coup il était en procès avec l'auteur. Bon, le pulp il n'a pas connu un succès grandissant, mais il existe quand même, hein, parce qu'en 1933, donc c'est quand même quelques années avant Batman, on trouve déjà un héros justicier du nom de Black Bat. Alors, pas dans la bande dessinée, hein, mais dans un pulp. Qui paraît dans 6 aventures signées Murray Leinster. Après le succès de Batman, les maisons d'édition, hein, qui sont très intelligentes, ben, vont rechercher dans leur carton The Black Bat pour le réactualiser. Bon, ça se vend, hein, forcément. Alors, concernant les sources reconnues par Bob Kane, le héros Doc Savage, hein, dont je vous ai parlé, le fameux homme de bronze, allie une condition physique exceptionnelle à l'esprit le plus supérieur. C'est le Bruce Wayne avant l'heure. Alors, Doc Savage, tout comme Bruce Wayne, se retrouve l'héritier d'une fortune colossale léguée par son père. Alors, l'auteur, Kenneth Watson, c'est le nom que vont reprendre tous les auteurs qui vont se succéder, hein, mais le tout premier auteur, c'est Lester Denny. Alors cet auteur a l'idée d'entourer le héros de 5 assistants, hein, alors que Batman, pour le coup, c'est un justicier solitaire. Alors ces 5 assistants ont tous une force et une intelligence hors du commun. Ensemble, forcément, ils forment une ligue de justiciers qui punit le crime partout dans le monde. Alors pour le coup, et contrairement aux super-héros des comics, ce sont juste des justiciers, hein, et qui agissent à visage découvert, il n'y a pas de costume. C'est un peu l'agence touriste, vous voyez. Bon, alors je vous lis quand même le premier extrait que donne l'auteur de Doc Savage, et vous allez reconnaître les caractéristiques de Bruce Wayne. Alors, Clark Savage Jr., c'est son nom, était né pour devenir l'aventurier suprême. À peine Doc eut-il appris à marcher que son père lui fit faire une série d'exercices qu'il pratiquait encore aujourd'hui. 2 heures par jour, vous allez voir, c'est rabelaisien. Doc faisait travailler intensivement ses muscles, ses sens, son cerveau, bon, je dirais humaniste plutôt. Il possédait une force surhumaine, mais cette force n'avait rien de magique. Doc avait façonné son corps jour après jour inlassablement. Son entraînement intellectuel avait commencé par la médecine et la chirurgie et s'était étendu à tous les arts et à toutes les sciences. Bon, c'est pas le premier à faire ça, hein, pensez à Sherlock Holmes. Alors Doc Savage, non seulement il influence, il peut avoir succès, hein, il influence Batman, mais également Superman. Hein, le surnom l'homme de bronze devient l'homme d'acier chez Superman. Et on apprend dans la toute première aventure de Doc Savage que bien souvent il se retire dans un lieu retraite qu'il appelle sa forteresse de solitude, hein, et qui se trouve justement dans un des pôles. Donc voilà, pour le coup, les créateurs de Batman s'inspirent des pulps aussi. Alors un autre pulp, je vais y venir à mon ascendance française. Hein. Oui, on avance. Alors, un autre pulp, une autre influence évidente pour l'édification de Batman, c'est le Shadow. C'est l'influence de ce justicier des ténèbres qui explique que dans son premier numéro, Batman porte un pistolet ou qu'une mitrailleuse soit montée sur son avion. Mais seulement dans ses toutes premières aventures, hein, parce que lors de leur publication, la vue et l'emploi de cet arsenal meurtrier fit réagir et indignèrent les lecteurs, surtout les parents, ce qui inquiéta les éditeurs, qui invitèrent les auteurs, suivez-moi, à désarmer le personnage du Batman et à le réorienter vers un justicier, cette fois acrobate, muni de gadgets, dont le but est de neutraliser, sans les éliminer, les gangsters. C'est acrobatique, tout ça. Alors ainsi, à s'agit, Batman devient alors, à cette époque, un auxiliaire utile de la police. Alors, sans aucun doute, l'influence du Shadow
alimente les aspects les plus sombres des aventures de Batman. De tous les hypertextes cités jusqu'ici, aucun n'introduit véritablement et autant la trame de la justice féroce que The Shadow. Le succès de ce personnage de pulp l'amène très rapidement à être adapté en feuilleton radiophonique, lu en partie par Orson Welles, au début des années 30. Le nom du personnage est certainement inspiré aussi du titre du film, alors l'adaptation anglaise, The Mysterious Shadow. C'est le titre donné à l'adaptation française du serial de feuillade Judex, en ce qui passe l'Atlantique. Alors pour mémoire, je vous rappellerai que Judex est un serial muet de 12 épisodes, que l'on trouve également sur YouTube, produit par Gaumont et un feuilleton d'Arthur Berned, l'auteur de Belphégor, publié du 12 janvier au 6 avril 1917 dans Le Petit Parisien, qui connurent le feuilleton et l'adaptation cinématographique un extraordinaire succès populaire. Alors l'intrigue tourne autour de la vengeance que mène Jacques de Trémeuse, dans Judex, assisté de son frère Roger, contre l'insensible banquier Favreau, qui a, par de perfides calculs, forcément, provoqué la ruine temporaire de la famille, poussant le fortuné père de famille au suicide. Bon, ce qu'il ignorait, c'est que la famille est corse. Alors, pour preuve de la proximité des deux personnages, la description du costume de Judex, que vous retrouvez ici, correspond précisément à celui que revêt le Shadow. Alors Judex nous rappelle l'auteur Arthur Berned se draper dans une ample cape noire. Il était coiffé d'un chapeau de feutre mou dont l'un des bords se relevait de façon cavalière. Alors de la sorte, si la cape de Batman dissimule l'ombre du Shadow, il est désormais légitime de poser l'idée d'une ascendance française chez le justicier de Gotham. Et on le confirme ici. Je l'assume. La création de ces figures super-héroïques, vouées au succès populaire, doivent impérativement se comprendre au travers des superpositions culturelles qui les composent, des stratifications, qui sont autant d'accroches possibles d'un lecteur potentiel qui éprouve chez ces personnages l'étrange plaisir, mais satisfaisant, plaisir de la reconnaissance. Alors pour finir avec ces influences, on pourra s'attarder sur les références plus littéraires qui nourrissent bien des figures qui peuplent dès leurs origines les aventures de Batman. Je reste cantonné aux années 38, 40, 41, 42. Bon, à condition de rappeler que ces figures littéraires dérivent toutes d'adaptations cinématographiques des années 20. Voilà, et donc des imaginaires de mise en scène chez Bob Kane. Alors quand ils reviennent sur les origines de Batman et de Robin, les scénaristes les rapprochent de Sherlock Holmes et du Dr Watson. Bon, moi ça me parle, forcément. L'apparition du Joker, elle, suggère en ce sens le spectre pour eux du professeur Moriarty. L'énigmatique et inquiétant sourire du Joker s'inspire aussi de l'interprétation que donne Conrad Veidt du personnage de Gwynplaine dans l'adaptation de L'Homme qui rit. Alors si de l'aveu de Bob Kane, l'atmosphère des aventures de Batman doit beaucoup aussi au film d'Humphrey Bogart, on en a parlé ce matin avec le Faucon Maltais, les auteurs consignent d'autres influences cinématographiques, comme celle du personnage de Two-Face, double face en français, qui s'inspirait de la performance de Frédéric March dans l'adaptation de l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, et pour le coup qui lui valut un Oscar. Alors le premier numéro du magazine Batman, en 1940, je parle du magazine Batman, voit apparaître la sulfureuse Catwoman. Alors les traits de cette dernière se trouvent empruntés à ceux de l'actrice Jean Harlow. Alors pour terminer, Clayface, gueule d'argile, s'appuie lui sur le souvenir de l'interprétation que donne en 1925 Lon Chaney dans Le Fantôme de l'Opéra, adapté de Gaston Leroux. Alors le personnage est à l'origine dans le film un acteur de film, dans le comics, un acteur de film d'horreur qui s'acharne à vouloir se débarrasser des membres de l'équipe du film. Ils l'ont refusé. Alors je conclue maintenant.
en soulignant la dette des créations super-héroïques envers le cinéma et les autres formes culturelles majeures, dette qui perdure encore. Sans pour autant se restreindre à la simple copie ou à la reprise grossière, ces auteurs de comics, acceptent et assument le procédé de la surimpression. L'exemple de Batman révèle ainsi la complexe machine d'une forme sous-estimée de colportage culturel. Les aventures de Batman se rapprochent pour se confondre en réalité avec un véritable storyboard des films à venir. Voilà. Donc ils apparaissent comme une forme déviée. Et voilà. Voilà la place pour les questions. J'ai pas bien compris. La pièce de Bat, Oui. C'est en quelle année ça? Alors c'est avant les années 30. C'est avant les années 30. C'est là que vous avez dit et à partir de là, Christie était venu après. Alors, vous avez la pièce The Bat, qui connaît un certain succès, qui alimente deux adaptations cinématographiques, intitulées The Bat. Alors la première c'est The Bat, ensuite The Bat Whispers, où vous trouvez le costume avec la tête du chauve-souris et le bat signal. Et là, pour le coup, on est toujours avant Batman, on est toujours dans les années 30-33. D'accord. Et donc Agatha Christie avait quand même commencé un peu avant. Oui, enfin, elle avait commencé avant. Vous voulez qu'on en parle? Oui, bon, avant. Oui, elle a commencça avant, mais bon, il faut bien avouer que Agatha Christie, elle nourrit son écriture de clins d'œil. Alors, ça peut aller de Janer à ici The Bat. C'est des clins d'œil culturels. Mais les trois souris, ce fameux huis clos, où désolé de vous avoir spoilé, hein, mais l'assassin c'est l'enquêteur. Voilà. Eh bien, c'est la trame de The Bat et The Bat Whispers. Voilà. Elle aime bien ça. J'ai deux questions. La première, c'est, en fait, quand vous lisez ces BD, est-ce que vous les lisez, vous, au premier degré, ou bien vous les lisez uniquement comme entomologiste? Ah oui. Bon, alors, je vais parler de mon parcours. Voilà. En fait, c'est dû à mon travail de thèse. Si vous voulez, dans mon étude sur Arsène Lupin, je me suis aperçu que les lectures populaires dédiées à la masse étaient souvent, et qui connaissent un véritable succès, et sont souvent l'œuvre d'auteurs qui se sentent un peu déclassés et qui n'hésitent pas à glisser à l'intérieur de leur production des clins d'œil culturels dédiés à un lectorat plus érudit. Vous trouverez du latin chez Rouletabille ou chez Arthur Berned, et énormément de références artistiques chez Leblanc. À partir du moment où on considère que les comics sont une forme dérivée du roman feuilleton, je pense que ces auteurs réintègrent ce procédé. En tant qu'auteurs eux-mêmes déclassés socialement, après la crise financière de 29, ces auteurs ne se privent pas à intégrer à l'intérieur de leur production grand public des indicateurs dédiés à un lectorat plus érudit. Voilà. Ce qui invite à la relecture et au grand plaisir de la relecture. Voilà. Et de cette façon, ils ne ferment pas la porte non plus à un lectorat. Voilà. Le spectre du lectorat s'élargit, ce qui fait que presque 100 ans plus tard, on continue de les lire avec un œil nouveau. Est-ce que j'ai répondu? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Est-ce que vous le lisez au premier degré? Est-ce que vous arrivez à lire au premier degré? Alors, la diégèse, oui. Le récit, je le lis au premier degré, mais ensuite, comme production, comme j'aborde ces productions comme des objets culturels, je les aborde à travers un filtre qui est le mien, celui de ma grille de lecture interprétative. J'ai une deuxième question, c'est ce dont vous n'avez pas parlé, c'est en fait le canal de diffusion.
C'est-à-dire, en fait, le découpage de la parution, c'est 3 vignettes au bas d'une page de journal, avec une autre série de 3 vignettes au-dessus, etc. Donc, est-ce que ça a un rapport avec l'origine cinématographique, ou alors est-ce que c'est un rapport avec rien du tout d'autre? Oh là, ça a plein de rapports en fait. Parce que ça a déjà un rapport avec l'histoire du feuilleton. Je vous rappelle que le feuilleton, c'est la partie que l'on publie au rez-de-chaussée sous la Troisième République des journaux, donc dans un format court, hein, la suite au prochain numéro. Ensuite, cinématographiquement, bien évidemment, parce que ces auteurs-là renouvellent le genre du strip, renouvellent le genre du strip par leur connaissance du monde cinématographique. Et très rapidement, d'ailleurs, on voit, alors il faudra demander à M. Sigmund Wurst des précisions, mais très rapidement, dans les années 40, les dessinateurs font éclater la vignette. Les personnages sortent des vignettes. Et là, bon, il y a une influence cinématographique, là, ils crèvent l'écran, littéralement. Et c'est pour ça qu'ils y retournent. Une question là-bas au fond. C'est pas vraiment une question, mais peut-être une série de remarques. D'une part, puisque juste là sur ce que vous dites, il y a quand même des choses un tout petit peu plus précises à dire sur l'interaction entre le cinéma et la bande dessinée, qui ont été très très étudiées, qui datent de bien plus longtemps que ce qui se passe dans les années 30, de l'origine même du genre, a priori, si on en croit les études qui existent. Et il y a des choses un tout petit peu plus précises à dire sur la mise en page de ces bandes dessinées dans les journaux. En fait, historiquement, la bande dessinée aux États-Unis est publiée dans les journaux, à l'intérieur d'un contexte qui est un contexte d'article. En fait. Donc ce type de dispositif sur lequel on aboutit avec les premières bandes dessinées de super-héros, elles ne sont pas directement indexées sur le fonctionnement cinématographique, elles le sont de façon large depuis longtemps, etc. Mais elles sont directement indexées en revanche sur la présence continue de la bande dessinée à l'intérieur des quotidiens. C'était juste pour préciser ça. Que ça a un rapport lointain là encore avec le fonctionnement des feuilletons, c'est tout à fait possible, mais c'est un rapport qui est un rapport très second par rapport au rapport premier commercial de la présence de la bande dessinée dans les journaux au début du XXe siècle. Et l'autre remarque portait sur la réponse que vous avez faite sur. Il me semble quand même que toutes les références que vous donnez tendent à dire le contraire de ce que vous avez donné en réponse à monsieur, c'est que il ne s'agit que de références ici qui rabattent dans un domaine qui est un domaine de littérature. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle s'adresse à la masse, parce que on peut difficilement dire que ces premières bandes dessinées s'adressaient à la masse, mais en revanche, il s'agit uniquement de médias, que ce soit le roman, le cinéma, etc. Ce sont des médias très populaires, très larges en fait, et certainement pas élitistes, si on peut adopter ce type de terme. Voilà. Bien avoir la réponse. Oui, bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors sur le premier point, c'est dans mon propos. Voilà, donc, je précise juste le truc. Oui, donc là, ici, le cadre de travail posé par cet après-midi, c'est le colportage, donc le rapport au cinéma, j'en parle parce que c'est l'objet culturel qui m'intéresse, mais pas la publication, c'est pour ça que je l'ai évacué. Ensuite, sur le second point, je suis bien conscient que c'est bandes dessinées. Alors, les comics. J'ai pas dit ces bandes dessinées, les références que vous avez convoquées. Les références que vous avez convoquées ne renvoient pas à la grande culture. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de façon assez. Il y en a dans ces comics et il y en aura de façon régulière dans les comics. Mais celles que vous avez convoquées appartiennent toutes à un cinéma, c'est le cas du Fantôme de l'Opéra, à une littérature qui est dans la culture, qui est la culture populaire, au sens simplement, vague littéraire. D'où l'emploi de masse.
Parce que la masse, enfin la culture populaire, on la définit justement par son adresse à la masse, à un plus grand nombre, et par la forme employée. Voilà. C'est ça une culture, c'est ça une publication populaire, hein. C'est la forme et puis le lectorat visé. Moi j'ai une question, vous avez parlé d'Humphrey Bogart à un moment, mais j'ai pas compris désolée, hein, je parle toujours de mes thèmes de prédilection, mais j'ai pas compris ce que vous entendiez en fait. Pour le coup c'est assez simple, c'est l'influence du cinéma noir qui apparaît dans les années 30. Le Faucon maltais, c'est quoi? C'est 40, 41. Voilà, donc on est en plein dans l'invention d'un nouveau mythe urbain avec Gotham, qui est la transposition la transposition d'une des inspirations cinématographiques qu'on retrouve là. Ah non. D'accord dans l'idée, mais... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ou alors, non, je parle non, sans mon non,